une maintenant solution, la solution finalement. Première, deuxième, troisième, jusqu'à 85, c'est beaucoup. Voilà. Alors, il faut maintenant savoir quelles sont maintenant les modalités, donc les pistes de solutions qu'on a proposées, qui sont nouvelles et contraires à celles qui ont été à la base, à la première, deuxième, jusqu'à la 85e. Donc, je ne peux pas vraiment condamner les députés. Vous êtes neutre, donc vous ne condamnez pas les députés qui ont voté pour la prorogation de l'état des sièges, et encore moins ceux qui sont abstenus, ceux qui se sont abstenus alors, y compris le député national Wanapoa. Normalement, tout le monde ne pourrait pas être d'accord sur cette question. Oui, mais nous parlons du fondement maintenant de leur choix, parce qu'on s'est dit, est-ce que c'est un choix salutaire, est-ce que c'est bon pour la population congolaise, parce qu'on fait la politique pour le bien-être de la population. Oui, c'est logique, parce que normalement, on ne peut pas se lever le matin et dire non, on supprime, par exemple, permettez-moi ces termes, on supprime l'état de siège. Il faut un processus, parce que le processus normalement, en tant que scientifique, je pense que ça doit être d'abord, on doit avoir peut-être un gouverneur militaire et un vice-gouverneur civil. Ben, c'était déjà dit jadis, mais c'est pas respecté jusqu'à présent. C'est pas respecté parce que nous sommes en politique, et la politique, on ne sait pas qu'est-ce qui est la réalité. Et si on connaît ça, est-ce que c'est bien de le dire? Mais on ne connaît pas quels sont les sentiments qui les ont poussés à proclamer l'état de siège. Pour M. Patrick Morola, il est neutre, il ne saura pas en tout cas établir la raison, ou donner la raison attribuée à qui que ce soit, ceux qui se sont abstenus, les autres qui ont voté pour la prorogation de l'état des sièges. Et ça, c'est les points de vue à respecter, en tout cas la neutralité. Et il vient franchement du parti, de la majorité présidentielle. Costa Mutamba, les ministres de la Justice, son Excellence. Lui, il est le président national d'une plateforme de son Excellence Costa Mutamba. Une plateforme est d'ailleurs dénommée GECOM. Donc ça veut dire Génération Constant Mutamba, dont il est d'ailleurs directeur gérant de la société même aussi Amir Sarlu. Il est coach, il est conférencier aussi. Nous partons directement vers notre invité, les seconds bien sûr, Monsieur Blaise. Je m'en vais directement vers vous par rapport à la prorogation de l'état des sièges. Sans critique, l'état des sièges a été encore prorogé dans les provinces de l'Ituri du Nord Kivu. La réaction du député national Justin Bitakwira, qui n'a pas en tout cas voté pour la prorogation, cela va aggraver la situation sur terrain selon Justin Bitakwira. J'aimerais savoir quel est votre avis par rapport à cette prorogation qui a été majoritairement votée par le député national au niveau de l'Assemblée. Monsieur le journaliste, je vous félicite pour cette question, c'est très pertinente. Voilà. À ce qui concerne cette question, je dirais qu'on ne peut jamais gérer le pays par des sentiments, mais on gère le pays par un plan bien déterminé. Vous pensez que le pays est géré par les sentiments? C'est ça ce qu'a dit le monsieur mon co-débatteur, dit qu'on ne connaît pas les sentiments de nos députés. On ne peut jamais gérer le pays par les sentiments, chers députés, mais on doit gérer le pays par un plan bien déterminé. Par ce plan, on l'appelle une vision. Qu'est-ce qui a motivé le législateur de reconduire l'état de siège? Toi-même, tu es d'accord avec moi que d'ici, dans les jours passés, le président de la République avait convoqué une table ronde pour essayer de tabler sur l'avenir de l'état de siège. Voilà, dans les deux provinces. Oui, à une majorité, nous étions partis, nous étions là comme les acteurs de la société civile, les acteurs politiques, les députés professionnels. Des tendances confondues. Tous nous étions là. Une grande majorité n'était pas pour que l'état de siège puisse continuer. Soit reconduit. Et si nous étions dans un état démocratique, M. Félix ne devrait pas manipuler une majorité parlementaire pour essayer de reconduire à répétitif ça. Vous pensez qu'ils ont été manipulés par le chef de l'État? Nous savons tous qu'il n'y a pas l'organe législatif qui est indépendant ou autonome. Les députés sont manipulés par le monsieur Félix pour essayer de privilégier les intérêts. Pourtant, leur président il n'a pas été d'accord, il a été en désaccord
avec les autres dans la mesure de la prorogation de l'état des sièges. Nous savons tous que ça, c'est flatter l'opinion nationale. Comment ça, M. Blaise? S'il était d'accord, pourquoi il a monopolisé la parole en essayant de chanter sur la situation de l'état de siège? Et si nous savons... Lui, il n'a pas la dernière décision, ce sont les députés, nos députés que nous avons votés. Nous savons tous, messieurs journalistes, qu'il y a des organes clés et stratégiques dans la gestion du pays. L'Assemblée nationale fait partie, le Sénat, Premier ministre, le président de la République. Et c'est lui qui décide sur l'état de siège. Nous savons tous qu'il y a une responsabilité des législateurs. Mais ce qui est une chose étonnante, les législateurs sont manipulés par le régime en place. Et comme nous savons tous... Qu'est-ce qui prouverait que les législateurs sont manipulés? Qu'est-ce qui les prouverait? Ce qui prouve, il y a les sources qui sont vraiment très fiables. Une grande partie des législateurs, si vous essayez de voir M. Bitakwira, si vous essayez de voir même les caucus des députés venus de l'Est, personne n'est pour que l'état de siège puisse continuer. Étant que l'état de siège a montré ses limites, si nous essayons de voir l'ordonnance présidentielle pour la nomination et la décrétation de l'état de siège, rien n'a été comme des résultats significatifs aux objectifs. Avant l'état de siège, les terroristes rwandais de M. Paul Kagame n'étaient pas sur le sol congolais. Avant les terroristes rwandais... Non, ils étaient là. Après l'état des sièges. Non, avant l'état des sièges, c'est la raison qui a poussé d'ailleurs le gouvernement à promulguer déjà l'état de siège. Vous savez, il y a eu de menaces à partir des Bunagana. Ils ont fait des avancées. Il y a eu avancées rebelles. Si on fait des comptes qu'il y a eu maintenant de la promulgation. Ils ont dit non, c'est important que ce soit un état de siège, une façon de stopper l'avancée des troupes rebelles. Avant, je te précise comme activiste, mais aussi ressortissant de Rutshuru. Je te précise, messieurs les journalistes, comme une personne qui maîtrise au moins bien la situation sécuritaire de la province du Nord Kivu. Depuis que les terroristes rwandais contrôlent le territoire congolais du côté Rutshuru, c'était dans la période de l'état de siège. Avant l'état de siège, l'objectif était de traquer les groupes armés, notamment les SIMSU, NDC, ADEFNAL. À cette époque, les terroristes rwandais du M23 n'étaient pas sur le sol congolais. Il y avait déjà la tombée de Bunagana. Non, pas encore. Ouais. Tout jusqu'à le président de la République avait annoncé officiellement l'état de siège. Avant cette période, c'était le conflit qui régnait autour de Bouéné avec les conflits interethniques. Pendant cette période, on ne pourrait pas avoir les terroristes rwandais sur le sol congolais. Les terroristes rwandais sont à Paris. Mais il y avait quand même d'autres rebelles. Oui, certes, il y avait d'autres rebelles, mais ce qui était aussi irrigeant. Ce n'était pas irrigeant. Si c'était irrigeant, pourquoi les régimes en place ont considéré ce qui était irrigeant comme une solution au problème rwandais? Tu vois? Ce qui était l'objectif de l'état de siège, c'était de maintenir l'ordre sécuritaire dans la province du Nord Kivu. À cette époque, on voyait une menace comme ce qu'on dit aujourd'hui comme les Wazalendo. Tu seras d'accord avec moi. Aujourd'hui, les Wazalendo, ce sont des partenaires clés et stratégiques. Une période après, est-ce que ce sont des partenaires clés et stratégiques pour quel gouvernement? Dans le gouvernement de M. Félix, on le dit que ce sont les Wazalendo. Si on essaie de faire une analyse globale, aujourd'hui, il y a pas mal des officiers venus de ces milices. Et avec les différents rapports, ont été les auteurs de graves violations des droits de l'homme. Et nous-mêmes, en tant que défenseurs des droits de l'homme, on s'est dit que M. Félix, avec les régimes de Costa Mutamba et tout ce qui est autour, ils ont décidé d'une façon qui est irréaliste et une façon qui n'est pas vraiment une solution au problème de la République. Nous savons tous que Costa Mutamba, c'est un maître avocat. Les avocats prônent la légalité et la justice. Non. Si Mutamba... Il ne les fait pas bien. Exactement. Il exerce très bien son travail. S'il savait bien que on ne peut jamais avoir la paix sans la justice, on ne devrait pas mêler
les faux Azalènes, ceux-là qui ont commis de graves violations des droits de l'homme, et puis on les fait donner les casquettes politiques qui n'est pas juridique. Là, nous parlons de l'état des sièges, les Azalendo, ça c'est un autre sujet, une autre thématique. Alors, je rappelle que vous avez le droit d'intervenir sur 098 026 56 et 01 à la fin. Nous sommes la CACO FM, vous écoutez la CACO bien sûr, et vous suivez l'émission Regard sur l'actualité. Alors, il y a déjà quelques messages dans notre boîte. Alors, ça se passe comment? Moi, je vais faire la lecture et vous serez en train de répondre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on écrit? Voilà, salut. C'est vraiment une belle émission à suivre. Je voulais savoir pourquoi les chefs de l'État n'aient fait que nous imposer cet état des sièges. Pourtant, un productif, il doit avoir un intérêt visé. C'est Pascal. Alors, vous pouvez répondre à cette question, Monsieur Patrick Morola. Il y a cet auditeur qui demande pourquoi les chefs de l'État veulent toujours imposer l'état des sièges. On se demande, est-ce que ça vient du chef de l'État ou ça vient des élections de nos députés nationaux qui ont voté pour la prorogation de l'état des sièges? Directement, notre invité, M. Patrick Morola, va répondre à cet auditeur. Entre-temps, on sera en train de lire d'autres messages après son intervention sur les 098 026 56 et 01 à la fin. 098 026 56 et 01 à la fin. M. Patrick, vous avez la parole. Merci, cher journaliste, et je félicite beaucoup l'auditeur qui a posé une très bonne question de savoir pourquoi le président peut nous manipuler comme ça. Normalement, le président ne nous manipule pas. Est-ce que ça vient du président au moins? Je vais au moins expliquer parce que normalement, tout doit venir de lui selon l'auditeur. Le président de la République, je pense, au Nord Kivu, avait vraiment beaucoup, donc été élu vraiment majoritairement. Voilà. Les députés nationaux qui sont donc à l'Assemblée nationale, ils ont été élus par nous, peuple. Ok. Donc, je ne peux pas dire que le président est en train d'imposer parce qu'il est en train de proposer aux gens que nous avions voté. Voilà. Donc nous avions voté pour les députés nationaux qui sont à l'Assemblée nationale. Ok. Et ce sont eux maintenant qui ont dit oui parce qu'on qui représentent la population. Parce qu'il y a des gens, des professeurs d'université, même actuellement, je peux dire que, en tout cas, je peux dire qu'actuellement nous avons une bonne Assemblée nationale pour le moment parce que c'est dirigé par un professeur. Que tout le monde admire. Est-ce que c'est un atout pour être un bon président de l'Assemblée? C'est pas un atout, mais quand même, Vital Kamerhe, tout le monde le connaît. C'est quelqu'un qui cherche la paix. On a suivi ses revendications, qui a proposé au chef de l'État de ne pas continuer à proroguer toujours l'état des sièges. Il faut comprendre ça, c'est un signe fort quand même. Même si les co-débatteurs, il a été en désaccord avec vous, Vital Kamerhe, il ne peut qu'utiliser ses langages politiques. Il y a un bon signe. Il y a un bon signe parce que normalement, lorsqu'il est en train de dire ceci, mais quand même, il réglemente. Parce que normalement, c'est un politicien, mais aussi c'est un homme d'État. Il doit miser sur l'intérêt de la population et l'intérêt du système politique. Donc parce que si le système politique échoue, c'est-à-dire que la population va échouer aussi. Voilà. Et si la population aussi a échoué, c'est-à-dire que le système politique aussi a échoué. Donc il faut que ça soit réglé. Qu'il y ait de l'équilibre. Qu'il y ait de l'équilibre. Donc que la population dise ceci et que le système politique dise ceci et qu'il y ait au moins de l'équilibre. Et ça nous permet au moins qu'il n'y ait pas des problèmes. Donc, je ne peux pas vraiment dire que le président de la République a imposé parce qu'il a proposé à nos élus et c'est nous qui avions donné la chance à ces élus d'être là. Ce sont les élus, ce n'est pas le président de la République. Alors, Monsieur Blaise, vous avez entendu l'intervention de cet auditeur.
signé Pascal, je crois bien, et qui dit que, voilà, je peux relire le message, salut, c'est vraiment une belle émission à suivre. Je voulais savoir pourquoi les chefs de l'État ne fait que nous imposer cet état des sièges pourtant improductif. Il doit avoir un intérêt visé. C'est Pascal. Et votre avis par rapport à cette intervention de cet auditeur, Monsieur Pascal? Je salue l'intervention de notre Pascal. C'est vraiment bien fondé. Voilà un auditeur. De notre auditeur. Voilà si je voulais dire ceci. Alors, en tout cas, si on essaie de passer à une analyse politique telle que Monsieur Pascal l'a essayé de dire, voilà. Il n'y a pas vraiment de raisons valables qui peut en prouver, qui peut montrer à l'opinion nationale le bien fondé de l'état de siège. Nous savons tous, depuis que l'état de siège a été décrété sur le territoire congolais, rien n'avance. Les sécurités persistent dans la ville, on continue toujours à tuer. Patrick, il a bien souligné que ça ne vient pas du chef de l'État, mais ça vient des députés qui votent pour la prorogation. Alors, voter pour la prorogation, il y a deux aspects. Il y a l'aspect, est-ce que les députés eux-mêmes sont d'accord en âme et en conscience? Il y a aussi, il a évoqué sur le système politique. Le système politique est composé par quoi? Est-ce que le système politique nous oblige à ce que le président de la République est le garant du bon fonctionnement de la République? Et nous savons tous que M. Félix, il n'y a aucune réalité qui peut nous approuver qu'il travaille à l'intérêt de la République. Ça, c'est une accusation grave. Il ne travaille pas à l'intérêt du peuple. Comment ça? Exactement. Comment ça? De un, il y a l'incohérence communicationnelle. De deux, il est irréaliste. De trois, il fait des choses sentimentales. Si les choses n'étaient pas sentimentales, Monsieur Pascal ne devrait pas dire qu'il y a le système politique qui est le président de la République. L'incohérence communicationnelle, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'incohérence, monsieur, il y a une contradiction dans sa communication autour de l'état de siège. Par exemple, il veut à ce que la population s'exprime. Ça, c'est vrai. Et puis, il a fait la concertation dans la démocratie, c'est normal. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il a respecté cette démocratie? Il a consulté déjà des différentes couches de la communauté, notamment société civile et des acteurs politiques. Ouais. Et je pense aussi des grands chefs coutumiers de notre province, des deux provinces et d'ailleurs. Ça, c'est déjà une considération, c'est une démocratie. Considérer, oui, c'est bien. Il a utilisé les stratagèmes politiques qui visent à montrer à l'opinion publique qu'il est le respectueux de l'égalité de la démocratie, en évitant une couche de la population. Mais est-ce qu'il a respecté aussi les opinions ou soit les allégations que cette population a formulées vis-à-vis de l'état de siège? Voilà. Si il a méfié, c'est une méfiance déjà, monsieur le journaliste. Cette méfiance s'exprime à ce que si monsieur Félix était sérieux à ses propos, il devrait respecter toute recommandation venue des autorités qui sont au niveau local. Mais rien n'a été respecté. Ça ne serait pas possible de condamner plutôt le député à la place du président, parce que le président, lui, il laisse la balle entre les mains de nos députés, et les députés, ils sont là pour représenter la population congolaise, parce que c'est nous qui les avions votés, c'est nous-mêmes. Il a bien souligné, messieurs Patrick Morola, ils ont les mandats du peuple, c'est qu'ils sont en train d'agir au nom de la population congolaise. Pourquoi être dur avec le président de la République pendant que nous sommes dans une démocratie où le député ont le droit de voter la prorogation ou la non-reconduction de l'état des sièges? Monsieur le journaliste, je ne suis pas d'accord avec vous qu'on est dans un état démocratique. Si monsieur Félix savait qu'il y a ses intérêts cachés autour de l'état des sièges, il ne devrait pas manipuler le député. Est-ce qu'ils sont manipulés? Quel est l'indicateur qui indiquerait que les députés nationaux sont manipulés par le président de la République? Les indicateurs sont clairs. Partons sur les aspects l'union sacrée. Si tu es de l'union sacrée, voilà. Et puis le régime à place se trouve que tu as présenté votre opinion contre l'état des sièges, donc automatiquement tu es mis à l'écart.
face à ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est parmi les indicateurs. Alors, pour être franc à ce qu'on est en train de vivre, moi, je ne suis pas d'accord à celui qui dit qu'il y a les organes qui ne sont pas manipulés par le président de la République. Voilà. Étant que le président de la République, il est le garant du bon fonctionnement de la République, il y a certaines décisions venues de ces organes où on prétend dire qu'ils sont indépendants. Voulez-vous dire qu'à un moment donné, il doit s'imposer comme les magistrats suprêmes. Alors, je vais lire d'abord un SMS, mais je rappelle également, nous sommes sur les 098 026 56 et 01 à la fin, 098 026 56 et 01 à la fin. Regard sur l'actualité, c'est une émission autour de décryptage sur le pont d'actualité. Alors, on écrit ceci, le président considère, c'est que le député vote, donc la faute revient au député, c'est Patrick. Voilà ce qu'il dit Patrick. La faute, oui. La faute revient. Vous avez compris cet auditeur. Patrick dit, le président considère c'est que le député vote, donc la faute revient au député. Signé Patrick, c'est que même l'autre Patrick, il a... Est-ce que c'est votre nom homonyme qui vient de signer ça? Peut-être que ça. Et voilà, il s'appelle Patrick. Oui. Et je ne comprends pas cette coïncidence. Et Patrick Morola qui est ici au studio des Kako FM, l'avait bien souligné qu'ils ont les mandats du peuple et ils sont en train d'agir au nom du peuple. Vous comprenez quand même, il y a la démocratie, il y a une logique dans la prise des décisions. Et vous attaquez au président pendant qu'il y a déjà les mandats entre le monde et nos députés qui ont voté majoritairement pour la prorogation. Vis-à-vis de la prorogation de l'état de siège, nous devons aussi se concentrer sur une analyse globale de la vie politique de la République démocratique du Congo. Tout se décide au sein de l'exécutif, étant que les exécutifs contrôlent l'exécutif en achetant leur conscience. Moi, je ne vois pas un député qui peut se prévaloir et voter contre s'il n'y a pas vraiment les menaces communicationnelles de sa base. Et s'il vote contre, ses intérêts sont menacés par le régime en place. Il y a objection de l'autre côté. Oui, voilà. Je te précise que l'Assemblée est fortement manipulée par des billets de banque. Il n'y a aucune réalité ou soit motivation qui pousse ces législateurs en votant légalement en faveur de la situation sécuritaire auquel nous sommes en train de vivre. Si, Blaise Kalicha, l'Assemblée est mouvementée par des billets des banques pour reconduire l'état des sièges. Est-ce que vous avez des preuves? Oui, c'est vrai. Ouais, lesquelles? Il y a les preuves matérielles. Parce que vous êtes l'éclaireur quand même de la communauté, de la population congolaise. Pouvez-vous nous donner des preuves qui prouveraient que, n'est-ce pas, l'Assemblée nationale a été caractérisée par la corruption, par des billets des banques? C'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. Il y a une analyse qui est peu scientifique. Si l'Assemblée ne serait pas manipulée par des billets de banque, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas un débat très scientifique qui essaie de cadrer la situation globale de l'état de siège sans utiliser les influences politiques ou des tendances politiques? Ce que nous avons constaté qu'aujourd'hui, en voir la parole au perchoir national, il faut des trafics au sein du régime X, et pour nous, on voit que le régime en place... Jusque-là, il n'y a aucune preuve, monsieur Blaise. Nous avons des preuves comme des scientifiques. Dans la scientificité, on dit, nous sommes censés de faire une analyse. Une analyse sans les preuves tangibles, il n'y en a pas, c'est juste une analyse. Ce n'est pas accompagné par de pièces ou des documents qui prouveraient, il n'y a pas de preuves tangibles. On ne peut pas acquiser gratuitement quand même les députés nationaux, dire que l'Assemblée nationale a été rachetée, a été caractérisée par deux billets des banques pour reconduire l'état des sièges. Ça, c'est trop grave. Il y a l'objection de l'autre côté, M. Patrick Morola. Vous pourrez dire les contraires par rapport à l'intervention de M. Blaise Kalicha? Oui, notre frère parle de la démocratie. Il parle que donc dans un État démocratique, tout ça. Oui. Il parle que les députés sont monnayés. Voilà. Leurs consciences sont achetées. Achetées déjà. Alors, je ne pense pas que c'est le cas, mon frère. Parce que la démocratie, c'est quoi? La démocratie n'est pas que c'est le pouvoir de tout le monde. Voilà. C'est le pouvoir du peuple. Et le peuple, c'est quoi? Le peuple est
Le peuple n'est pas individuel. Le peuple est global. Lorsque nous sommes convenus que nous allons marcher comme ça, c'est comme dans une entreprise. Lorsque dans une entreprise, il y a un règlement d'ordre intérieur qu'on a signé tous. C'est-à-dire que nous ne sommes plus liés chacun individuellement, mais nous sommes déjà liés à cette ligne de conduite. Alors, raison pour laquelle, si vous dites que les députés sont monnaie, ce n'est ni même l'analyse. Je peux dire que c'est une hypothèse, mais une hypothèse qui n'a pas de fondement. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de preuves. Parce que les journalistes vous ont demandé est-ce qu'il y a des preuves? Il n'y en a pas. Alors, vous dites aussi le président de la République, vous jetez tout sur le président de la République. Mais le président de la République, nous sommes dans un État unitaire. Le président de la République ne répond pas directement donc, au gouvernement, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est le chef ou la chef du gouvernement, c'est-à-dire la première ministre, qui répond directement devant l'Assemblée nationale. Alors, et dans ce cas, c'est le problème que nous avons dans notre pays. Donc, nous, peuple, nous, population, on pense que tout le problème qui se passe au pays, ça revient au président. Le garant de la nation. C'est ça le peur de la famille. Dans le système les politique, peurs de famille, c'est toujours comme ça. Lorsqu'il y a des problèmes dans l'unité familiale, c'est à lui de chercher des pistes et de solutions. Mais si on va dans notre contexte, le contexte de notre pays, donc les systèmes politiques que nous avons, donc l'État unitaire, c'est-à-dire qu'il y a le gouvernement qui est géré par le Premier ministre. Il y a aussi le président de la République. Donc le président de la République, il règne et aussi il surveille, mais il ne gère pas au quotidien donc les affaires de la nation. C'est le Premier ministre. Normalement, si nous devrions être des scientifiques, si nous devrions au moins voir très loin, on devrait condamner le premier ou la première ministre. Normalement, c'est ça la logique. Mais monsieur Patrick, selon Bitakwira via le média congo.net, nous n'avons jamais refusé de tenter cette expérience de l'état des sièges, mais ça n'a pas répondu aux aspirations de la population congolaise. Vous voyez, Bitakwira lui-même qui n'a pas été d'accord, il est en désaccord avec d'autres députés, et il souligne que ça a été toujours peut-être l'air souhait expérimenté l'état des sièges, mais ça n'a jamais aussi répondu aux aspirations de la population. C'était installé aussi dans la recherche de la paix à l'est de la RDC, et notamment ce que nous a dit notre co-débatteur, votre co-débatteur alors, monsieur Blaise Kalisha. C'était pour combattre d'abord, éradiquer certains groupes armés, et ensuite M23 est venu. Depuis qu'ils sont là, il n'y a pas en tout cas assez de résultats positifs. Et vous pensez que c'était normal de votre part le fait de ne pas être neutre? Alors là, je voulais votre casquette, et cela n'engage que vous, pas votre parti, votre plateforme GECOM. Est-ce que c'était vraiment idéal? Il y a déjà plusieurs territoires qui sont conquis par les rebelles du 23. Il y a le dernier verrou, les territoires de Walikale qui, Sierra Leone, est tombé dans sa globalité. Et la ville de Goma est étouffée déjà. Il y a des noyades, il y a des chavirements de bateaux. La vie devient tellement difficile pendant que nous sommes sous état de siège. Vous pensez que c'était idéal faire la prorogation? Je vais mettre un peu des guillemets. Si on fait l'analyse, donc avant l'état de siège, pendant l'état de siège et après l'état de siège, on peut se dire que vaut mieux encore avant l'état de siège. Mais c'est que ça n'a pas de raison d'être reconduit. Pardon, je continue. Ok. Alors, si on prend maintenant pendant l'état de siège, on se dit, est-ce que c'est le moment de, donc, c'est-à-dire, donc d'annuler, proroger, donc d'annuler l'état de siège, ou c'est le moment de proroger? Alors, cette question maintenant, la solution c'est quoi? C'est de savoir, c'est ce que j'ai dit à la première intervention. J'ai dit qu'on doit savoir maintenant quelles sont les propositions, les pistes de solutions qu'on a proposées qui sont contraires, qui sont au moins efficaces. Les Congolais pour les Africains en général. Et donc 098 026 56 01 098 026 56 01. C'est notre numéro. Je réitère 098 026 56 01. Laissez-nous votre message. On pourra le lire en direct, et puis il y a déjà ici des cadres qui pourront répondre à vos préoccupations. Alors, les second ponts, c'est la réélection de M. Donald Trump.
On veut savoir son impact pour les Africains, en particulier pour la population congolaise. C'est que Kinshasa attend de Donald Trump la RDC. Il y a des dossiers déjà sont sur la table entre Kinshasa et Washington, la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et la concrétisation du partenariat économique et stratégique entre les deux pays, des dossiers en tout cas très éloignés des préoccupations du nouveau président américain. Alors le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est accueilli avec une certaine indifférence à Kinshasa. L'influence américaine sur les continents est au Congo à ne plus ce qu'elle était. L'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC avait réchauffé et normalisé les relations entre Kinshasa et Washington après une période glaciaire pendant les dernières années Kabila. Alors, dernières années Kabila, on peut dire les États-Unis avaient salué avec soulagement le départ de Joseph Kabila et avaient fermé le yeux sur les tours passe-passe bien alors, paix d'orthodoxe, qui avait permis à Félix Tshisekedi de hisser dans le fauteuil présidentiel. Donc, un temps, l'arrivée du très médiatique ambassadeur américain Mike Heimer avait suscité aussi l'espoir des Congolais sur les plans économiques avec la signature du partenariat stratégique et privilégié pour que les entreprises américaines viennent investir au Congo. Des annonces à grande pompe en tout cas qui ne seront pas suivies d'effet. Alors nous revenons là-dessus. Les États-Unis avaient déjà salué avec soulagement le départ de Joseph Kabila. Il y a aussi un temps qui est arrivé où Félix Tshisekedi est venu après passation de pouvoir. Et si on n'attend rien des Trump au Congo, on sait aussi que le président américain est imprévisible et que l'on peut s'attendre à tout. La présence de minerais stratégiques à foison dans les sous-sols congolais pourrait attirer l'attention du 47e président de la première puissance mondiale. Pour cela, il faudrait que les entreprises américaines rappellent bien à Donald Trump qu'il existe un pays au cœur de l'Afrique qui en regorge et qui s'appelle la République démocratique du Congo. Alors, la victoire de Donald Trump, messieurs Patrick, non, je vais partir vers messieurs Blaise, Kalisha. La victoire de Donald Trump laisse présager des changements potentiels dans la vie des Africains. À quoi les Congolais pourraient-ils s'attendre avec les retours des Trump à la Maison-Blanche vis-à-vis de la situation que traverse la République démocratique du Congo aujourd'hui? Je salue la victoire de M. Donald Trump face à Kamala. Pas mal de personnes ont salué cette réélection à cette institution stratégique du monde. Mais je ne vois pas où ça peut être une solution face aux problèmes congolais. Mais ce qui est une chose, c'est encourager toujours la diplomatie congolaise de multiplier plus de stratégies. Okay. L'Amérique, c'est parmi les pays qui jouent sur les intérêts. On ne peut pas se prévaloir dire que l'Amérique, comme Donald Trump, il est déjà à la tête de ces pays. Voilà. Et ça va être une solution. Ça, c'est une idée irréaliste, c'est une idée utopique. Donc on ne doit pas compter sur le nouveau président, le 47e président des États-Unis. Et les États-Unis, c'est parmi des pays en quels ce n'est pas le président qui décide sur le pays, mais il y a toute une vision de 5 ou 40 ans. Donc rien ne va changer. Rien ne va changer. Mais ce qui est une obligation pour nous, de nouer plus de relations diplomatiques stratégiques de la République avec les États-Unis. Si on trouve que du côté rwandais, ils en bénéficient plus que les Rwandais, nous avons cette obligation morale et patriotique de jouer si quelles sont les stratégies que nous pouvons monter pourvu que l'Amérique se prenne à un nouveau partenaire clé et stratégique, mais n'espérons à rien. Voilà, on doit espérer à rien. Donald Trump va être une solution au problème congolais. La population congolaise n'espère à rien, selon M. Blaise Kalisha. 098 026 56 01, que l'on parte de la victoire du 47e président des États-Unis. Est-ce que les Congolais pourront en bénéficier? En tout cas, c'est la question qui se pose maintenant dans ces seconds points de la victoire de Donald Trump. 098 026 56 01. Alors, monsieur Patrick Morola,
les propos insultants à l'égard des Africains ou encore le fait qu'il n'ait jamais fait le voyage en Afrique, Donald Trump, ou au Congo. Voilà, on peut dire au Congo non plus. Pays de merde, les propos de Trump. Trump avait traité Haïti et les nations africaines de pays de merde lors d'une réunion sur l'immigration. Il y a 2 dossiers déjà sur table entre Kinshasa et Washington. Alors, à la sécurité d'abord de l'Est, la République démocratique du Congo, et la concrétisation du partenariat économique et stratégique. Est-ce que Kinshasa peut espérer déjà un ouf de soulagement? Oui, merci, cher journaliste. Je salue aussi l'élection de Donald Trump. Mais en ce que moi je sache, si ça ne dépendait que de Trump, on pourrait vraiment espérer un ouf de soulagement. Donc, pour le cas de la RDC. Mais comme c'est tout un système qui est normalement chargé de faire ceci ou cela, je pense qu'on n'a pas vraiment assez de chance. Je peux dire on en a à 60%. Pourquoi on en a à 60%? Parce que au moins c'est un système qui a changé. Parce que en Amérique, il y a les démocrates, il y a aussi les républicains. Alors, on a eu au moins la chance de voir que les gens qui finançaient la guerre à l'Est, les gens qui finançaient les guerres en Afrique, ce sont les démocrates. Alors, les démocrates ne sont plus aux affaires, mais ce sont maintenant les républicains qui sont aux affaires. Donc, on peut espérer assez ouf de soulagement donc à 60%. Mais aussi, ce que nous devons faire maintenant, c'est à nous de jouer maintenant la politique d'intérêt de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que nos acteurs politiques, c'est-à-dire notre autorité, c'est-à-dire notre président de la République, qu'ils jouent maintenant la force. Parce qu'en politique, on ne se donne pas des cadeaux. C'est un monde d'intérêt. Et aussi, en politique, il est question de rapport de force. Alors, si au moins il pèse au moins quelque chose, ça peut nous assurer que les États-Unis comptent sur nous comme des partenaires gagnant-gagnant. J'ai dit un message, bonjour Kako FM. L'État des sièges a failli à sa mission. C'est une trahison que les députés nationaux votent pour sa prorogation. Alors, ces points déjà passés, on ne peut pas y revenir, désolé vraiment. Alors, pour conclure, parce que l'État en tout cas a touché à sa fin, qu'est-ce que vous pouvez résumer de tout ce que nous avons débattu ici dans les studios de Kako FM avant de se séparer, Monsieur Blaise Kalisha? Ce qui est une recommandation au régime actuel, c'est respecter les opinions et les avis de la population congolaise. On ne peut jamais espérer à une bonne gouvernance aussi longtemps que les régimes en place ne cessent d'écouter les opinions de la population. Tant que nous savons que l'état de siège, c'est une mesure irréfléchie, irréaliste face aux attentes de la population congolaise. Cette mesure doit être élevée sans condition ni délai, et tant que c'est une mesure qui ne cesse de faire de graves violations des droits de l'homme. Je vais vous partager le rapport de différentes organisations. En conclusion rapidement, parce que c'est déjà... Je veux à ce que l'état de siège soit levé et la population congolaise ne passait pas à une idée irréaliste que l'État qui est Donald Trump, que l'état de siège soit levé. Et on n'espère pas chez Donald Trump, on ne peut rien gagner. Alors, monsieur Patrick Morola, en conclusion, à 1 minute, s'il vous plaît. En conclusion, je peux demander à la population, surtout à la population de l'Est, particulièrement ceux de l'Ituri et ceux du Nord Kivu, d'apaiser leurs émotions et aussi de faire confiance aux députés qu'ils ont eux-mêmes élus. Ça, c'est un des deux. Pour ce qui concerne nos députés, en tout cas, nous prions à nos députés d'être vraiment d'être à la hauteur de ce qu'ils ont été, parce que de ne pas trahir le peuple, c'est-à-dire de ne pas abuser de ne jamais trahir le peuple. Merci beaucoup. Voilà, nous arrivons finalement à la fin de cette émission. C'était Regard sur l'actualité. J'avais comme invité M. Blaise Kalisha, activiste des droits humains et membre des ProDDD. Voilà, et aussi M. Patrick Morola Monganga, président national de la plateforme Génération Costa Mutamba, GECOM. Il est aussi le directeur gérant, voilà, maintenant de GECOM, ASBEL, et de la société Amir.
Amir alors Sarlu, chercheur et éditeur des livres, conférencier et entrepreneur. Nous disons merci de vous avoir déplacés tous les deux pour cette émission Regard sur l'actualité. Merci, chers journalistes. Voilà, c'est un plaisir. Nous disons merci aussi à tous ceux qui ont eu à partager leurs avis dans cette émission. Merci, jeté réalisé par M. Josué Kikouni, et la mise en note par la même personne, sous la complicité de M. Chris Moindo Vegas. Moi-même là, c'était Fidèle Karouige. On pourra se retrouver à un autre numéro les mardis prochains. Merci et restez fidèles à la KQ FM. Bye bye. Été réalisé par M. Josué Kikouni, et la mise en note par la même personne, sous la complicité de M. Chris Moindo Vegas. Moi-même là, c'était Fidèle Karouige. On pourra se retrouver à un autre numéro les mardis prochains. Merci et restez fidèles à la KQ FM. Bye bye.